Bonjour tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que on va passer un petit bout d'après-midi ensemble pour jouer à Gloomhaven, les mâchoires du lion. Et oui, 3 mois après la sortie du jeu, je fais enfin un live dessus. Ça fut compliqué, il y a eu le live qui a été repoussé, c'était quand c'était vendredi, parce qu'il y avait de la pluie, vu que je suis sous les Velux, bah ça faisait un bordel de ouf. On n'entendait rien, c'était un bordel. Salut Bakou, salut tous ceux qui sont présents. Je sais que c'est une heure un peu particulière, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave, l'objectif c'est de passer un petit moment ensemble. Je vais vous faire découvrir un petit peu qu'est-ce que Gloomhaven, la mâchoire du lion, les différences entre le Gloomhaven classique et celui-ci. Et on va découvrir donc les deux premières missions, vous allez voir ça va aller assez vite. C'est l'une des forces de ce jeu même, c'est que la mise en place, bon alors, elle n'est pas ultra rapide au départ, parce que tu as beaucoup de choses à lire, tu dois savoir un petit peu... tu essaies de comprendre un peu la logique, mais je pense qu'après ça déroule. Et c'est vraiment l'objectif, en fait on a un petit livret qui vous explique point par point qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez la mise en place, il vous explique tout, vraiment, vraiment très bien. Alors il y a quelques petites fautes à droite à gauche, j'ai vu sur les groupes Facebook où il y avait beaucoup de monde qui se plaignait de la traduction et tout, mais je dirais que c'est compréhensible, hein, c'est pas non plus du petit chinois, hein, bien évidemment, mais... c'est plutôt compréhensible. Et ce qui est plutôt agréable, c'est qu'en fait, au lieu de te taper le gros bouquin de règles, bah en fait, tu vois là, pour le coup, moi j'ai dû lire voilà, une douzaine de pages pour pouvoir jouer à Gloomhaven. Et quand même, quand tu dis ça, ça fait quand même la différence, surtout que je dis 12 pages, mais t'as la page de garde qui est compris dedans. Donc concrètement, une dizaine de pages pour pouvoir jouer à Gloomhaven, c'est quand même assez fou. La différence, l'une des grosses différences déjà, c'est que les missions vont être beaucoup plus courtes. En général, les gens qui se plaignent sont ceux qui font le plus de fautes et c'est plutôt marrant. Non, mais moi après, en fait, j'avoue que moi j'ai pas fait attention. C'est en fait en me renseignant, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient des règles et tout ça. Donc bon, après, comme je le dis, c'est assez compréhensible. Donc ce que je voulais dire, oui, la différence avec Gloomhaven, c'est que Gloomhaven, la grosse boîte, c'est 150 euros. C'est une boîte qui fait 10 kilos, elle est immense. Là, on peut voir déjà. La boîte est déjà beaucoup plus petite. Déjà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose qui est pour moi la différence et qui change clairement la mise en place, c'est qu'en fait on est sur un livre aventure. En fait là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra ou pas, mais ici en fait vous avez le premier scénario, et en fait je vous montre vite fait, mais si on tourne la page, on a le deuxième scénario, et ainsi de suite. Ce qui fait que t'as pas à te faire chier à chercher ou même à ranger à la fin de ton scénario, de ranger ou de changer tes tuiles, parce que bah tout est fait, t'as juste à tourner et vas-y let's go. Donc ce qui permet une certaine fluidité au niveau du jeu qui est quand même assez good, je trouve, et c'est l'un des bons points, parce que la mise en place du premier Gloomhaven, c'était une horreur sans nom. Enfin, moi, je sais que j'y ai beaucoup joué sur Tabletop Simulator, enfin, beaucoup joué. 5-6 parties, c'est pas non plus la folie, mais à l'époque, on était sorti sur TTS, et c'était dingue, parce que t'appuies sur deux boutons, ça mettait en place, mais en vrai, en physique, moi, j'ai vu des gens y jouer, c'était vraiment... c'est vraiment une misère. Alors, je vais l'acheter, celui-là, mais j'avoue, toujours pas joué. Encombrement par rapport à l'autre, c'est... ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et surtout, bah, moi, tu vois, Gloomhaven, je l'ai pas acheté parce que trop gros, en fait. Tu vois, enfin, trop gros au niveau de la boîte et trop gros au niveau des scénarios. Je crois qu'il y a une 4... Enfin, je crois que tu as 70 scénarios dans la campagne de base et que tu as plusieurs embranchements pour chaque scénario. Donc, ce qui fait que ça peut aller, je crois, à une centaine de scénarios, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui fait que moi, ce genre de promesses, en fait, me font peur. Alors que là, on me dit, il y a 25 scénarios. Tu comptes à peu près une heure, bon pas pour les scénarios de départ, mais tu comptes à peu près une heure pour chaque scénario, bah, ce qui fait que ça va vite, et oui, comme tu dis, tu pars en vacances, bah, tu prends ta boîte, tu le mets, et ce qui fait que tu peux jouer beaucoup plus facilement à la mise en place, et oui, même au niveau de la table, ça prend pas beaucoup d'espace. Alors après, moi j'essaie d'agencer pour que vous puissiez voir correctement, mais je trouve ça plutôt bien. Alors, salut partie privée, bienvenue à toi, je sais que c'est la première fois que tu es sur le chat ici, donc bienvenue à toi, et installe-toi correctement, prends un petit café, ou ouais, un petit café c'est bien, avec des petits gâteaux, et puis installez-vous tranquillement. Mais, euh, mais ouais, non, c'est plutôt propre. Donc, je vais vous lire l'introduction, et on va démarrer le scénario, parce qu'en fait, toute la mise en place est faite. Donc moi, je vais jouer avec l'artificier et la garde rouge. Alors, c'est l'un des gros soucis que moi j'ai avec Gloomhaven, c'est de vraiment savoir à quoi correspondent les classes. C'est pas forcément très clair, parce qu'en fait, ils ont voulu créer des trucs, ce qui est bien, hein. Ça évite de changer du classique barbare, archer, elfe et compagnie. Mais sauf qu'au départ, tu sais pas trop. Donc moi, j'ai pris un artificier, j'ai pris un garde rouge. Je les ai pris parce que j'aime bien leur visuel. Maintenant, après, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas s'ils combinent bien ensemble. Je sais pas si ça vaut le coup d'être joué ensemble quand on joue en solo. Mais on va découvrir ça tranquillement, vu que c'est une introduction, que ça va aller assez vite, il n'y a pas de souci. Alors, l'introduction, c'est que les chemins de retour de Havre Nuit a été long. Et maintenant, se faire attaquer par des... alors,
des vermlings. Alors ça, c'est ces espèces de bestioles. Alors les vermlings, c'est des espèces de, on va dire des loups-garous, hein, en version classique. Alors attendez. Alors que tout ce que vous voulez, c'est un repas chaud et un lit douillet, et ben ça vous met en rogne. Suffisamment en rogne pour vouloir vous débarrasser de ces créatures galeuses avant de vous effondrer d'épuisement. Bien sûr, les vermouilles ont d'autres projets. Ils baragouinent à propos de votre or et de votre carcasse, des méchantes bestioles, vraiment. Mieux faut ignorer leur divagation et en finir rapidement. Bon, excusez-moi, je suis pas très bon en termes de, en termes de lecture, c'est pas... D'habitude, c'est Dandy qui fait ça. Mais faut que j'imprime des figurines. Alors je sais pas si ça vaut le coup d'avoir des figurines plutôt que les standees. Alors moi je suis pas fan des standees en général, mais je me dis que c'est plus facile peut-être à ranger, parce que déjà que la boîte, ça c'est le gros défaut par contre de la boîte, c'est que quand tu veux tout ranger à l'intérieur, bah ta boîte elle dépasse limite de ça, c'est vraiment mal foutu. J'ai vu qu'ils se vendaient un insert sur Philibert à une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros. Franchement je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Le jeu étant accessible, ça fait chier de rajouter 15 balles pour ranger le jeu, mais clairement si tu comptes y jouer beaucoup, ça vaut le coup. Après, si tu as une impression 3D, tu peux aussi partir avec une impression 3D. Je pense que tu peux trouver des, des impressions assez rapides. Alors, assurez-vous que dans votre main de départ, de chaque aventurier est constitué de 6 cartes capacité A. Donc voilà, moi j'ai les 6 cartes. Alors ça, par contre, c'est chiant. Quand on joue en solo, on est obligé de jouer avec 2 persos. Donc je trouve ça un peu chiant d'avoir toutes les cartes en main. Je suis pas forcément fan d'avoir les cartes des 2 héros, mais bon. Alors, les pillards donc agiront à l'initiative 50. À chaque round, ils se déplacent d'abord de leur valeur de mouvement de base de 1. Puis en inventaire leur étage adjacent, ils attaquent avec une valeur d'attaque base de 2. Ok, donc en fait l'objectif, eux, des bestioles, c'est de venir au contact et de venir me taper. Ceux qui ne savent pas comment jouer à Gloomhaven, en fait, vous allez avoir des cartes comme ça, qui auront, vous avez vu, une petite séparation entre en haut et en bas. En fait, au début de votre tour, vous allez devoir choisir 2 cartes. Et vous allez devoir faire une action du haut d'une des cartes et une action du bas d'une autre carte. Donc souvent, alors c'est pas tout le temps le cas, mais là pour le coup, le bas c'est les déplacements et le haut c'est l'attaque, mais comme on peut voir ici, tu peux aussi avoir l'attaque en haut avec une portée ou une attaque adjacente. Donc en fait, tu as vraiment différentes possibilités sur chacune des cartes, donc à toi de savoir un petit peu quand est-ce que tu veux la jouer. Autre chose aussi importante, c'est qu'il y a une valeur au milieu qui est de 14, qui est ta valeur d'initiative. Alors là, celle-ci c'est 14, 90, 63, 87, 41 et 38. En fait, chacun va jouer. En fait, quand tu joues à Gloomhaven en version normale, quand vous êtes avec 2 joueurs autour de la table, vous n'allez pas vous dire ce que vous allez jouer des cartes, et c'est celui qui aura l'initiative la plus petite qui va commencer. Partant du principe que eux, les loups-garous, démarrent à 50 d'initiative. Donc ce qui fait que si je joue par exemple 87, cette carte-là, en premier, et ben c'est cette initiative-là qui va être prise en compte, donc ce qui fait que je jouerai après les loups-garous. Donc des fois ça peut être utile si j'ai un gars au corps à corps pour les faire venir vers moi, et puis des fois si je joue à quelqu'un à distance, c'est peut-être mieux que je joue en premier pour pouvoir les flinguer à distance avant qu'ils viennent vers moi au corps à corps. Donc il y a vraiment l'aspect aussi initiative qui est à prendre en compte. Donc là, on peut voir ici que j'ai mes 2 héros ici, que j'ai placés ici, et qu'on avons donc une bestiole là, une autre ici, une autre là, et vous pouvez voir ici qu'il y a un doré. C'est les élites. Donc pour vous expliquer, en fait vous avez ce petite pochette, comme dans le vrai Gloomhaven, hein, parce qu'en fait c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous avez vraiment les mêmes mécaniques, le même jeu et tout. Salut Fred. C'est vraiment la même chose, c'est vraiment en version plus petite, mais c'est vraiment le même principe que Gloomhaven. Et vous pouvez voir ici que vous avez une partie argentée là, et une partie dorée. Donc la partie dorée c'est pour les élites, et la partie argentée c'est pour les normaux. Donc en gros, vous avez 5 points de vie pour les normaux, excusez-moi, et vous avez 10 points de vie pour l'élite. Les 2 se déplacent de 1 et les 2 attaquent à 2. Donc en fait c'est vraiment les points de vie qui changent là pour le coup, parce que c'est de niveau 1, ici on peut voir qu'il y a le niveau qui est ici, mais quand on tourne la carte et qu'on passe par exemple à niveau 0, on peut voir que c'est 4 et 8, 1, 1 et 2, 2. Et si je passe au niveau 3, eh bien, ils ont 11 points de vie pour les normaux et 16 points de vie pour les élites. Donc vraiment, en fait, au fur et à mesure, en fait, ta même carte peut être utilisée plusieurs fois. Donc là, pour moi, je crois qu'il faut les jouer de niveau 1. Hein. C'est comme ça que j'ai vu au niveau du livre de règles. Je sais pas, je me suis pas planté. Je vais quand même revérifier. Mais pour moi, ça me semble assez logique. Hein. Niveau 0. Ouais, c'est niveau 1, c'est ça. Ok. Donc après, si je suis pas très clair au niveau des règles, vous me dites, hein, je découvre aussi un petit peu le jeu. Hein. J'ai pas voulu trop lire le livret. J'ai fait une petite partie avec le Dandy. On a fait quelques tours pour découvrir un peu les mécaniques. Mais j'ai pas une maîtrise complète. L'objectif, c'est aussi de vous montrer que quand quelqu'un découvre le jeu, comment ça se passe, quelle erreur il peut faire, pour que pour ceux qui vont découvrir le jeu ou qui vont y jouer ne fassent pas les mêmes erreurs que moi, ou que vous vous rendez compte que c'est super simple d'accès. Donc là, alors, de ce que j'ai compris, le garde rouge, c'est plutôt quelqu'un au corps à corps, dans un premier temps.
Alors que l'artificier, lui, va plutôt jouer à distance. Si j'ai bien compris, ça se trouve, je vous dis n'importe quoi, mais... Non, c'est là... Ouais, ils sont tous les deux un petit peu attaque distance... Ouais, bon. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire parce que lui, il va se déplacer de 2, il va venir nous attaquer directement. Donc si on peut l'attaquer en premier, ce serait l'idéal. Tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts. D'accord, donc ça vaut pas forcément le coup d'utiliser cette carte ici. Attaque 2. Partez 2, immobilisation, ouais, mais c'est une 87. Ou sinon, il faut que je joue une carte rapide, déplacement 3. Pour faire après une attaque. Au moins subit 3 dégâts. Si un adversaire a 2 icônes au moins, subit 3 dégâts, ouais. Je découvre un petit peu, hein. Alors, 2 adversaires adjacents subissent 2 dégâts, donc ça, faut que je le garde pour plus tard quand ils vont venir. Attaque, cibler les adversaires adjacents. Après, je peux prendre ça. Je vais jouer cette carte là en bas. Et... parce qu'il faut que je me déplace maintenant. Ah, tu vois, le déplacement, j'ai pas trop le choix. Le déplacement, c'est plutôt en bas, donc... je vais plutôt jouer ça pour le déplacement et ça pour l'attaque. Voilà. Et ce sera donc le 14 qui sera pris en compte au niveau de l'initiative. Donc là, ça c'est ces 2 cartes que je voulais jouer pour lui, pour le garde rouge. Et de l'autre côté, donc là, vu que c'est 14, je sais que je peux... déplacement, détruire un obstacle à portée de 3. Ouais. Déplacement 4 pour le 19. Et bah, hop là. Et je vais jouer ça pour eux. Donc... comment ça se passe? On choisit nos 2 cartes, on les révèle, et vous mettez la première carte que vous voulez prendre en compte, c'est la première carte qui est prise en compte au niveau de l'initiative. Dans le cas, on peut voir que le garde rouge commencera à 14, donc c'est le garde rouge qui commencera. L'artificier sera en deuxième, et après, ça sera les pillards. Au niveau du mouvement des méchants, en fait, c'est l'élite qui joue en premier, et après, ce sont les autres qui jouent. Donc, on va mettre ces cartes-là de côté pour l'instant pour l'artificier, et on va jouer avec maintenant... avec la garde. Donc la garde, en fait, je vais jouer ce déplacement là de 4. Donc ici, on peut voir que je peux faire 1, 2, 3, 4, ici. Hop là. Et que après, donc je me suis déplacé donc de 4 avec cette partie là en bas. Et la partie haute, maintenant, je vais attaquer à 3, plus immobilisation. Donc quand vous jouez et que vous faites une attaque, vous avez ici le marqueur d'avantage, en fait, qui vous permet de booster un peu votre attaque. Alors, c'est flou ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est flou. Non, c'est bon. Certes, mais avec les pressions des barricades aériennes, tu peux le faire sur Thingiverse. Ah oui, oui, c'est vrai. Sur Thingiverse, tu peux faire les barricades et tout pour rajouter un peu plus, oui, de 3D, d'immersion au jeu, c'est vrai. Donc oui, je disais, donc là, je me suis déplacé de 4, donc j'étais ici 1, 2, 3, 4. Jusque-là, pas de souci. Parce qu'en fait, il explique ici que les zones vertes sont les zones infranchissables, et ainsi de suite. Mais ça, on reviendra à ça tout à l'heure. Je pense que ça va avoir le coup. Et après, j'attaque à 3. Et donc j'utilise après un modificateur qui me rajoute plus 0, donc ce qui fait que l'attaque fera de toute façon 3 dégâts. Donc, là aussi un truc que j'aime beaucoup dans Gloomhaven, c'est qu'on peut, en fait ici, vous avez les numéros sur le côté et je vais vous montrer, ici. Vous voyez, vous avez numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, c'est les numéros à qui correspondent les... je vais les appeler les loups-garous, mais lui c'est le numéro 1. Donc ce qui fait que pour pas t'y perdre, eh ben, tu mets les 3, hop, de dégâts sur le numéro 1, ici. 1, 2 et 3. Comme ça, tu sais que lui, il a pris 3 dégâts. Et donc, c'est la fin du tour, ça se joue vraiment très bien comme ça. Bonjour, cool, ce live, je vais suivre un peu avec le café. Bah, c'est le principe. Vous prenez votre café et allez-y, on joue. Donc là, ces 2 cartes-là sont jouées, donc je les mets dans la défausse, ici. Je les mets en dehors de l'écran pour éviter que ça surcharge un peu trop l'écran. Et après, je vais jouer donc avec l'artificier. Donc là, lui, pareil, ici, 0. Donc là, on peut voir qu'il a 5 points de... il a 5 points de vie, il en a déjà pris 3. Je pourrais faire l'attaque éclair, enfin l'explosion éclair, ce qui fait que j'attaque à une portée de 4, je l'attaque à 2, mais j'ai un modificateur ici. Et si le modificateur, il est de -1 ou autre, et ben en fait, je le tue pas, donc ce serait plutôt dommage. Donc je vais plutôt faire un déplacement de 4 comme lui. 1, 2, 3, 4, ici. Et je vais faire une attaque à 3. Et donc ils disent un adversaire adjacent subit 3 dégâts. Alors je sais pas si c'est... pour moi c'est celui-là, mais hop. Alors... Putain, ça casse les couilles déjà. Salut Broken. Je vais m'amuser, ouais, je m'amuse déjà. Alors,
Ça, cette carte-là, ça annule mon attaque, ce qui fait que je lui inflige 0 dégâts. En fait, pour vous montrer un petit peu, on a des cartes -1, des cartes +1, des cartes x2, des cartes +2 et -2. Donc il y a un peu tous les marqueurs. Et t'en as une comme ça dans le deck, et il faut que je tombe dessus dès la première attaque. Franchement, ça fout un peu le seum. Donc ce qu'ils disent de faire, donc, c'est que le paquet est remélangé. Hop là. Hop. Et donc ce qui fait que mon attaque n'a porté 0. Donc là, c'est fini pour mon tour. Maintenant, c'est à eux de jouer. Donc il se déplace de 2. Donc lui, il fait 1, 2. Et il m'inflige 1 dégât à lui. Alors avec son modificateur aussi, puisqu'il a aussi droit à son modificateur, si je ne dis pas de bêtises. Hop là. Donc ça fait qu'il m'inflige donc 2 plus 1, ça fait 3 points de dégâts. Donc je passe à 7. Toc. Après, c'est lui qui se déplace pas, mais qui va directement attaquer lui ou lui, mais donc je vais faire attaquer lui, histoire que les deux soient à peu près égaux en termes de dégâts. Donc il m'inflige 2 points de dégâts aussi. Donc je passe de 8, je passe à 6. Hop là. Après, eux, ils se déplacent de 1, 2, il se passe rien. Et lui, il se déplace de 1, 2, et il se passe rien non plus. C'est la fin du tour, et on rejoue. C'est parti pour un nouveau tour. Salut Nicolas, salut tout le monde, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à cette heure un peu particulière pour le café, ça fait plaisir. Donc là, on peut voir que j'ai quand même pris en tout 5 dégâts, 5 dégâts. Les modificateurs sont enlevés. Hop là, ici. Et c'est parti pour un nouveau tour. Donc là, je rechoisis un peu ce que je peux faire. Alors, il faut que je réfléchisse, parce que j'ai vu tout à l'heure que je pouvais infliger des dégâts un peu à des persos adjacents. Cibler tous les adversaires adjacents. Ouais, je vais peut-être faire ça. Avec mon... là, ici, j'ai une attaque à 2. Et j'ai pas trop besoin de me déplacer. Et je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. Hop là, je vais jouer ces deux cartes-là. Ouais. Hop là pour lui. Donc il aura une initiative de 38. Et là, de ce côté-là... Alors, pareil, si je peux éviter de faire un déplacement, ça m'arrangerait. Et ben, je vais faire ça. Hop. Hop là. Salut, tu télétravailles? Non, je télétravaille pas. Je suis en vacances. J'ai pris des vacances. J'ai pris 2-3 jours de... Enfin, j'ai pris 4 jours de congé. Vu que c'est les vacances aussi de mes enfants. Pour profiter un peu d'eux. Puis je me suis dit que ça me permettrait de faire des petits lives l'après-midi. Ce serait pas plus mal. Donc... On voit l'initiative, donc 38 et 37, donc ce qui fait que c'est l'artificier qui commence pour ce deuxième tour. Et c'est parti. Donc l'artificier, lui, en fait, va déjà faire une première attaque ici, à 2. Alors, deux adversaires maximum deux hexagones ou moins subissent 2 dégâts, plus un indicateur distinct chacun, avant désavantage si adjacent. Ah merde, vous voyez, j'ai pas lu... J'ai pas lu tout ce que j'avais à faire, donc je pense qu'il faut que je me déplace. Ouais, je jouais ça, tant pis. Alors, tac, je vais me déplacer donc de 2 avec cette carte-là. 1, 2. Non, ici, parce qu'après il faut que j'ai la portée. Donc cette carte-là, elle est jouée. Et après, j'attaque à 2, j'ai une portée de 2, et je cible de 2 adversaires maximum, hexagone ou moins, subissent 2 dégâts, plus un modificateur distinct chacun. Alors, est-ce que j'attaque lui et lui? Parce que c'est deux, mais ils disent 2 adversaires, ils disent 2 adversaires maximum, 2 hexagones ou moins. Ah, je comprends pas trop le... Je comprends pas trop la phrase, je vous le relis parce que je la trouve pas très claire. Ils disent 2 adversaires maximum, 2 hexagones ou moins subissent 2 dégâts. Donc là, moi j'ai mes... là, ils ont à 3 d'hexagones, là, les deux, là, ou ils sont à 2, parce que sinon j'aurais pu attaquer peut-être l'élite et lui. Bon, écoute, on va déjà attaquer lui dans un premier temps, c'est ça le plus important. Je fais une attaque à 2, plus un modificateur de plus 1, ce qui fait que j'ai un fiche 3, ce qui fait que, hop, 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 celui-là, il décède. Donc ça, c'est l'artificier qui le tue. Je le mets de côté parce que je ne sais pas s'il y a de l'expérience ou pas au fur et à mesure que tu tues des ennemis ou pas du tout. Montre la carte de près s'il te plaît. Alors, excusez-moi. Hop, là, je vais vous la montrer de près. Attends, est-ce que ça fait le focus ou pas? Quoi? T'as pas peint les figurines? Ah non, bah moi je peins pas les figurines. Si je dois attendre de peindre les figurines pour jouer à des jeux, déjà que je joue pas beaucoup, mais que je peins pas du tout, ce qui fait que je jouerai jamais, quoi. Donc,
Tu attaques le 2 cibles à portée 2. D'accord, ok. Donc c'est bien ce que je pensais. Merci. Donc ce qui fait que j'ai tué donc le premier ici. Et donc après j'attaque l'élite. Donc pareil, je prends mon modificateur x2. Ce qui fait que j'attaquais A2. Donc ce qui fait qu'il passe à 4. Donc il prend 4 points de vie. L'élite est à 1 plat. Donc ça doit être des 3. Oui, donc 3. Hop. Et 1, ça fait 4. C'est pas mal ça. Le x2 là sur l'élite, ça fait plaisir. Et donc là, on peut voir que j'ai encore le marqueur ici. Ça, c'est pour en fait reprendre ton paquet. Hop, tu remélanges. Hop là. Il faut le faire à la fin du tour, je crois, normalement. Mais là, vu que j'ai fini mon tour, c'est pas un souci. Donc là, cette carte-là et cette carte-là sont jouées. Et maintenant, c'est à lui d'attaquer. Alors, un adversaire adjacent subit 2 dégâts ou moins. Tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Tous les adversaires adjacents. Est-ce que lui c'est adjacent? Ouais, j'aurais dû le déplacer pour être ici, pour attaquer peut-être. Tant pis. Tant pis. Je vais attaquer 2 l'élite. Moins 1, ça lui fait 1 dégât. Donc ce qui fait qu'il est passé cette fois-ci à 5 de dégâts. Donc il a la moitié de sa vie. Donc j'ai attaqué avec cette partie-là. Et la partie haute, si tous les adversaires adjacents, donc là pareil, je ne peux pas le faire. Donc j'attaque à 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, hop, il reprend 1 dégât. C'est la fin, ici, du tour pour les héros. C'est donc au méchant d'attaquer. Donc c'est toujours l'élite qui démarre. Donc lui, bah, il ne se déplace pas parce qu'il est déjà adjacent à celui-là. Donc il attaque directement, il attaque avec 2 points de vie. Donc ce qui fait que mon bonhomme prend 2 points de vie, il passe à 5. Lui se déplace de 2, 1, 2, il attaque celui-là. Il lui inflige aussi 2 points de vie. Donc hop, il passe à 4. Alors je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les marqueurs de vie sont très gros par rapport à ce qu'ils ont réellement besoin. J'ai pas compris pourquoi ils étaient si immenses. Je trouve que ça dénote un peu avec le jeu qui se veut assez, assez petit. Et alors, tu attaques 2 cibles à côté, si on en a un à côté de toi, tu es en désavantage, c'est la fin de tour. D'accord, pas de sleeve. Non, alors c'est pas de sleeve, pourquoi? Parce que c'est pas mon jeu, c'est celui du Dandy qui m'a gentiment prêté, parce que comme vous le savez, le Dandy nous a quittés, il est parti chez Funforge, et donc il a plus le droit, entre guillemets, de prendre du temps pour faire du contenu sur l'entrejeu studio pour des jeux concurrents, ce qui est assez logique. Donc en fait, c'est moi qui suis allé récupérer chez lui pour y jouer, et après je vais lui rendre juste après, quoi. Donc je vais essayer de faire quelques parties en plus, peut-être que dans le mois, je vais peut-être refaire quelques parties, histoire d'eux, mais il est pas à moi, quoi. Quand tu es à haut niveau, tu as pas mal de points sur certains persos. Les marqueurs de... Ah ok, d'accord. Ouais, mais je sais pas, je me dis qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus petit. Là, c'est vrai que ça fait très gros, mais bon, ça c'est vraiment un détail. Donc lui, il a attaqué, lui se déplace, il se déplace ici, et donc 1 et 2. Donc c'est la fin du tour. Donc là, je pioche mes 2 dernières cartes, et donc ce qui fait qu'après, je vais être épuisé. Et il y a toute une partie de règles avec l'épuisement que je vais pouvoir vous expliquer juste après. Mais bon, de toute façon... Mes cartes sont posées, j'ai pas trop grand chose à faire, hein. De toute façon ce sera 41 et 42 au niveau de l'initiative, donc ce sera hop, lui qui va jouer, et maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Je peux faire un soin 2, ça pourrait être pas mal parce qu'on est un peu en galère en termes de soins, et je peux faire une attaque, ça peut être pas mal, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un soin 2 sur lui, parce que lui c'est lui qui a le moins de PV, donc il passe à 6 PV, d'accord? Portée 2, donc 1-2 en termes d'hexagone, c'est ok. Et puis après, donc c'était avec cette partie-là, avec la partie haute, là, un adversaire à 2 hexagones ou moins subit 2 dégâts, désavantage si adjacent. Donc là pour le coup, désavantage, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là je vais tirer adjacent, malheureusement j'ai pas le choix, j'ai pas de déplacement. Je tire en fait 2 cartes. Et c'est le malus le moins important, enfin le moins avantageux qui est pris en compte. Donc là c'est 2 plus 1, donc ça ne change rien. Je vais donc infliger 3 points de dégâts à l'élite. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais c'était sur l'élite que j'ai attaqué. Donc ce qui fait que l'élite, elle vient de prendre 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3, on a 9, il lui reste plus qu'un point de vie, et l'élite sera mort. Donc là c'est la fin du tour du garde rouge, et puis après j'attaque donc maintenant avec lui. Donc je peux faire soit une attaque 1, puis une attaque 3, pour une attaque adjacente, ce qui fait que lui il est à fond en termes de PV, donc ce qui fait qu'il pourrait potentiellement mourir. Un adversaire adjacent subit 2 dégâts, plus modificateur, plus cet adversaire ou un autre adversaire adjacent subit 1 dégât, plus modificateur.
Donc je sais. C'est toujours pareil, adjacent à qui? Toujours adjacent à moi ou adjacent à celui qui. Alors attendez, je viens de voir ça. Oh, le dandy c'est fini. Vous êtes pas au courant? Non, le dandy il est parti il y a maintenant 3 semaines de ça. Il est parti du studio. Alors il fait toujours partie entre guillemets de l'équipe, hein, mais il participe plus, il a pas le temps. Et merci pour le follow. Merci pour le follow. Non, non, Dandy ouais, est parti. Il a été recruté par Funforge en fait, d'un côté, tant mieux pour lui. Il était salut Philo. Donc ouais non, tant mieux pour lui, même si bah là Funforge, ils sont un peu mangés un peu les dents là avec leur KS de Far Cry. C'est pas le sujet du live, mais bon, je leur souhaite des bonnes ondes malgré tout. Hein. Je ne peux pas me satisfaire ou m'amuser à l'échec que ce qu'il y ait Dandy ou pas là-bas, hein, c'est pas la question, mais ils ont quand même pris un gros tollé là, avec leur Far Cry, donc c'est pas forcément un bon moment pour lui. Il est rejoint il y a 2 semaines, donc après lui il découvre un peu tout cet univers-là, donc en fait c'est une très bonne expérience pour lui malgré tout. J'espère que bah, Far Cry va pouvoir revenir. Il y a beaucoup de choses moi que j'ai pas aimé dans le jeu, mais bon, en tout cas voilà, il est parti chez Funforge. Pour l'instant c'est bah, si je sais pas s'il est en période d'essai ou pas, mais bon. En tout cas j'espère vraiment pour lui qu'il ira le plus loin et j'espère que ça sera J'espère que ce sera une très bonne expérience pour lui. Et oui, bah, on formait un bon duo, c'est vrai. Bah, entre lui et le Meeple Reporter, qui est aussi lui, bah, il a pas quitté le studio, mais il est très absent en ce moment parce qu'il a eu un nouvel enfant. Il est pas mal en déplacement avec son travail. Ce qui fait que j'ai été abandonné par tous mes Meeple. Donc c'est une. Parce que là, ce genre de live, j'aurais voulu le faire avec eux, tu vois. Parce que autant le JB qui maîtrise le jeu de ouf, c'est un peu grâce à lui et toute son équipe que le jeu est arrivé en France. Je parle du Gloomhaven. Ça aurait été cool de faire live avec lui, mais malheureusement, ils sont pas là. Et oui, donc Far Cry est annulé. Far Cry est annulé, donc après, ils vont reboot, ils vont modifier des choses. Il y avait des trucs visuellement qui étaient pas très jolis, donc je pense que, franchement, il faut pas grand chose pour qu'un Kickstarter fonctionne. Surtout à quelques semaines d'un jeu comme Anastir qui va arriver avec Mythic Game qui bombarde en termes de com et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du jeu. Bah, c'est vrai que là, tu arrives avec Far Cry avec un jeu un peu plus secret, et donc peut-être que ça leur a coûté aussi un petit peu le succès, mais bon. Il faut faire jouer Pénélope, peut-être à Gloma. Pénélope, ouais, j'aimerais bien l'inviter. Elle est beaucoup sur Paris, elle est très occupée aussi, donc c'est vrai que des fois j'ose pas trop l'inviter parce que j'ai peur de l'emmerder un peu, mais oui, ça serait vraiment cool. Bon là pour cette attaque là, je ne sais pas. Enchaînement, ils disent un adversaire. Alors, je vous montre la carte. Parce qu'on retourne un peu au jeu quand même, parce que là on tergiverse un petit peu. Mais ils disent, pour faire ça. Voilà. Je sais pas si clairement je peux attaquer ici les deux qui sont. Alors attends, je vais vous montrer juste après. Parce que là, en gros, ce qu'ils me disent sur la carte, c'est un adversaire adjacent subit 2 dégâts, plus modificateur, puis cet adversaire ou un autre adversaire adjacent subit 1 dégât plus modificateur. Donc est-ce que j'enchaîne les deux attaques sur lui qui est juste là? Hop là. Je sais pas si ça refait le focus ou pas. Hop là. Est-ce que j'inflige les 2 dégâts sur lui ou est-ce que je peux en infliger un sur lui? C'est ça l'idéal en fait. Bon, déjà, j'attaque le premier. Donc 2 plus un modificateur de 0. Donc il prend 2 dégâts. Ça, c'est fait. Et en fait, l'idéal, moi, ce que j'aurais voulu, c'est taper sur l'adjacent qui est juste derrière. Je sais pas si c'est possible. Anastir, trop tribal, pas assez héroïque, fantasy, je trouve. Tu attaques un adjacent, puis tu peux, si tu veux, changer de cible. Tant que ça forme une chaîne, c'est ok. Ok, d'accord, donc vu qu'il est derrière, ça fonctionne. Ok, merci pour la précision, parce que c'est vrai que c'est le genre de petits détails que j'aimerais savoir, mais c'est cool. Alors, moi, Mythique, en vrai, je le dis toujours à chaque fois, parce que c'est vrai que nous, on aime beaucoup Mythique, avec Léo, on s'entend très bien. Mais vraiment, je parle vraiment au-delà du professionnel, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis pas fan de tous leurs jeux. Je suis pas fan aussi du fait que des jeux comme Elle, comme on dit dans le chat, ou même je pense à Darkness Dungeons, ne soient toujours pas arrivés, qu'il y ait du retard. Il y a toujours des trucs de communication un peu chelou, tu vois, comme le coup du ah bah 2 jours après la fin de l'ouverture, de la fermeture du Pledge Manager, que tu retrouves avec une annonce qui te dit bah en fait tous les slips ne rentreront pas dedans. Donc les gens disent ah putain, ils nous disent ça 2 jours après la fermeture, alors j'aurais peut-être pas pu prendre les slips. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que bah, au bout d'un moment ça enchaîne les Kickstarter et bah il y a du retard toujours. Ils arrivent à livrer, hein. Ils ont livré Super Fantasy Brawl, ils ont viré Steam Watchers, que je pense. Enchanters, même si c'était pas que, ils ont aussi à le livrer, donc il y a des livraisons, c'est pas non plus, il y a rien quoi. Mais j'avoue que
il y a un rythme effréné de ouf au niveau de leur jeu et c'est des fois assez dur à suivre. Après, moi, Anastir, la seule chose que je kiffe, c'est les figurines aimantées. Franchement, je trouve que c'est une dinguerie pour la peinture et tout ça, mais n'étant pas peintre, ça s'arrête juste là, quoi. Donc alors, j'avais infligé 2 dégâts à lui, plus 0, donc ça faisait rien. Après, j'inflige un dégât à lui, plus 1, ce qui fait que je lui inflige donc 2. Il lui restait qu'un point de vie, donc l'élite, elle meurt. Voilà, ça c'est fait. Et c'est la fin du tour. Alors maintenant, on va passer à la partie épuisement. Parce qu'en fait, je n'ai plus de cartes en main. Et donc, ils disent que quand tu t'épuises... Alors, je relis la partie des règles pour voir si je dis pas de bêtises. Hein, mais repos court. À la fin du 3e tour, donc ce qui est le cas, vos 6 cartes capacités doivent se retrouver dans votre défausse. Vous devez les récupérer pour continuer à jouer. Vous pouvez récupérer des cartes de votre défausse en prenant un repos court. Si un aventurier a au moins 2 cartes dans sa défausse, et pas seulement si sa main est vide, il peut effectuer un repos court à la fin d'un round. Donc en fait, là, moi, j'ai attendu la fin du round, parce que c'est comme ça qu'il le précise, mais concrètement, tu peux aussi le faire à tout moment, pour peu que tu aies 2 cartes dans ta défausse. L'aventurier effectue un repos court, il prend toutes les cartes de sa défausse, les mélange et en place une au hasard sur le côté droit de son plateau aventurier dans sa pile de cartes perdues. Et donc en gros, à chaque fois que tu te reposes, tu perds une carte. Donc là j'en ai 6, je vais les mélanger, je vais en tirer une au hasard que je vais mettre de côté, et c'est une carte que je n'aurai plus. Donc en fait, plus on va continuer à jouer, plus le combat va être long, plus je vais être très épuisé, et ce qui fait que quand t'as plus de cartes, bah t'es complètement KO. Donc c'est la fin de la partie. Alors putain, ça parle beaucoup. Alors, Mythic Game, les jeux de base doivent sortir en boutique ou pas? Bah pour moi, oui. En tout cas, Super Fantasy Brawl déjà est déjà en boutique, c'est déjà une énorme nouvelle. Et je trouve même, à titre personnel, qu'il n'y a pas une grosse communication là-dessus. J'étais assez surpris. J'ai vu quelques photos qui tournaient et tout, mais je sais pas s'il y a eu des événements ou pas. Franchement, je trouve que c'est assez obscur comme sortie. Parce qu'elle sort un peu de nulle part, je trouve qu'en termes de com, en deux, enfin, je dirais au-delà comment ça s'appelle, des sorties classiques. Je trouve que là, pour Super Fantasy Brawl, c'est sorti un peu enfin, c'est un peu obscur en termes de sortie. Donc, sur leur eShop, ça c'est sûr. Pour revenir à Adjacent, quand tu lis la carte, ça se comprend comme une chaîne. Ouais, c'est ce que je comprenais aussi, mais je voulais quand même une confirmation, parce qu'entre ce que je comprends et ce qui est le cas, est-ce que je suis dyslexique, donc des fois je comprends des choses à l'envers. Mais oui, elle ne sortira pas. Darknet Dungeon, je ne crois pas non plus. Enchanters, je sais pas s'ils vont sortir les extensions ou pas en boutique, je ne sais plus. Donc là, on repart sur hop, le repos court. Donc je mélange mes cartes. Hop là. Toc. Hop. Hop, j'en retire une. Donc celle qui sera retirée, ça sera mon déplacement et l'attaque. La grosse Bertha. Ah non, pas la grosse Bertha, dommage. Donc celle-ci, elle est retirée. Donc je regarde ces cartes là dans mes mains. Là c'est pareil, on mélange. Toc. Et j'en tire une au hasard. Hop là, ici. Et donc ça sera le coup tournoyant. Hop là. Donc début du tour, donc il me reste pas grand chose, hein, parce que l'objectif là clairement c'est de fracasser les deux derniers là. Donc il y en a un qui a quasi presque plus de vie, il y en a un qui est full life, mais ça devrait aller assez vite, excusez-moi. Donc comment je vais faire? Je vais faire une attaque 3, portée 2, ça peut être pas mal ça. Ou sinon j'attaque. Je vais faire ça. Je vais faire une attaque et un soin pour lui. Et pour l'autre, donc là ce sera toujours le garde rouge, je pense qu'il va commencer. Portée 4, 1, 2, 3. Ah oui, ça peut être pas mal ça pour lui. Toc. Avec un déplacement, est-ce que j'ai pas un déplacement? Ou sinon j'attaque aussi à distance. Je sais pas si j'ai une autre attaque à distance en bas, parce que là j'attaquerai avec le haut. Avec le bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai une attaque 1. Je peux garder une attaque 1 au cas où que là ça fasse pas le... Ouais, on va voir. Hop là. Donc 19, c'est donc l'artificier qui commence. Toc. L'artificier va attaquer donc déjà avec son attaque à portée 4. Donc là 1, 2, 3. Donc il est bien à portée. J'attaque 2. 2 plus 2 moins 1. Donc j'inflige un dégât. Ça commence déjà bien. Donc lui c'est le numéro 4. Le numéro 4. Il va ici. Je trouve que c'est un peu petit les zones là pour bien stocker les attaques. Tu peux perdre un PV pour... Oui, tu peux perdre un PV pour récupérer ta carte. Oui, c'est vrai. J'ai oublié ce détail là. Mais vu que je suis pas beaucoup... je suis pas vraiment en bonne santé, je vais éviter.
Et après, j'inflige un point de dégâts à lui. Un dégât plus, un dégât moins 1, ça fait donc 0. Bon, lui, franchement, il a eu ses moins 1 qui sont sortis, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Après, lui va faire une portée 2. Donc là, il est ici, donc ça fait 1, 2. Je soigne encore lui. Non, je vais me soigner moi-même, tiens, tu me diras, parce que je suis... Hop là. J'étais à 5, je passe à 7. Donc c'est lui que je soigne, avec cette première attaque. Et cette deuxième attaque, j'inflige donc 3 dégâts plus confusion. Mais bon, confusion, on va pas trop le faire, parce que je pense qu'il va être KO, je pense. Donc ça fait donc 3 plus 1, ça fait 4. Il avait déjà donc 2 points de vie sur lui, donc il meurt ici. Voilà, ça c'est fait. Donc il a soigné, il a tapé, toc toc toc. Ici c'est terminé, donc maintenant c'est eux qui se déplacent. Il fait 1, 2, il m'attaque lui, il m'a fait donc 2 dégâts, je passe donc à 4. Hop là. Fin du tour. Hop là, on continue avec les cartes, il me reste plus que 3. Donc là, lui, il a pris 1 PV, maintenant on va essayer de l'attaquer. Donc lui, il va faire une attaque 3, portée 2, ça me paraît pas trop mal. Et il va se déplacer à 3, surtout pour qu'il ait l'initiative à 14. Et lui va faire une attaque 3 là-haut, puis... plus un déplacement, malheureusement j'ai pas trop chose à faire. Donc, en termes d'initiative, c'est le garde rouge qui commence, encore une fois. Donc déplace à 3, donc je vais me déplacer pour être à portée 2, donc 1, 2, je me place ici, je fais une attaque à 3. 3 moins 1, ça fait 2 dégâts. Donc il prend 2 dégâts dans sa tête. Hop là. Donc 1 et 2, donc il passe à 3 points de vie, il lui reste plus que 2 points de vie. Ce qui fait que là, lui se déplace de 2. 1, 2, ainsi histoire de se déplacer. Hop, toc. Et j'inflige 3 points de dégâts avec un modificateur. 3 plus 0, ça fait donc 0, ça fait donc 3, je viens. Et il décède. Hop là. Donc là, ces cartes-là sont finies. Toc, ici, ça va là. Donc là, c'est la fin du tour. Enfin, c'est la fin du match. Salut Clément. Tu peux perdre un PV. J'utilise les dés pour afficher les monstres. Je trouve ça plus visuel. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et comme... et ça évite les milliards de tokens comme il y en aura sur Dark Dungeons. Alors Dark Dungeons, par contre, tu vois, en vrai, j'ai joué un petit peu aux jeux vidéo, vite fait, visuellement, c'est pas un truc qui m'attire, je trouve que les figurines très belles et tout, c'est pas un souci. Mais en fait, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, en fait, on est exactement à l'identique de ce qui se fait sur le jeu vidéo. Et en fait, il y a des choses qui sont faites mathématiquement sur le jeu vidéo, c'est automatiquement, qui sont calculées, que toi, tu dois faire en jeu de plateau. Et je trouve que ça alourdit un peu le gameplay, j'ai pas trouvé ça super fun, donc... bon, après, à voir, quoi, mais... salut, Monsieur Serra. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. Donc là, c'est la fin du scénario. Donc, félicitations, vous avez accompli le scénario 1. Lisez le texte de conclusion et les récompenses du scénario. Lorsque vous voyez un nouveau lieu dans les récompenses, ça signifie que vous devez placer une nouvelle vignette sur le plan de la ville. Alors oui, je l'ai pas fait parce que vu que c'est pas mon jeu, je vais éviter de foutre les autocollants. Mais je vais vous montrer rapidement. Ah bah voilà, ça c'est une boîte qui est tombée. Pardon pour le bruit. En fait, on a la ville ici de Havre-Nu, qui est ici. Hop là, comme ça sera mieux. Et en gros, on va poser des autocollants, qui sont là. Et on va pouvoir les poser un peu partout sur les lieux. Donc là, par exemple, le premier lieu, il est en B1. Tu vois, donc tu le poses sur B1. Et comme ça, ce qui fait que ici, tu sais qu'il y a le scénario un tel qui correspond. Donc au départ, c'est pas forcément intéressant de le faire là, pour les scénarios d'introduction, mais c'est qu'en fait, à un moment donné, si je comprends bien, tu vas avoir 2 ou 3 lieux qui vont apparaître sur la map, donc 2-3 missions, et donc tu vas pouvoir choisir la mission que tu vas faire. Donc ce qui est plutôt intéressant, je trouve, sur le principe, et là, encore une fois, vu que c'est pas mon jeu, j'évite de tout flinguer. Je remercie encore une fois le Dandy qui me l'a prêté, mais de mémoire, c'est Asmodée qui nous l'a envoyé, donc on remercie aussi une nouvelle fois Asmodée pour leur soutien. Vu les buffs, les debuffs du jeu vidéo, ce serait une usine à gaz de jeu plateau. Après, les figurines sont très belles. Ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, c'est les figurines qui sont très belles, mais je n'ai pas trouvé ça. Alors, conclusion. Vous essuyez le sang du dernier loup-garou de votre visage. Vos pensées repartent vers le lion assoupi. Ils ont sûrement préparé un ragoût à l'heure qu'il y est. Bien chaud, réconfortant. Juste derrière les portes de la ville, si proche, vous pouvez déjà sentir le goût. Mais une autre pensée surgit ensuite. Il est tout à fait inhabituel, voire gonflé, pour une bande, je l'appelle les loups-garous, mais c'est les vermlings, d'opérer aussi près de la ville. Aurait-il peut-être l'origine de la série des disparitions? Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais cela vaut la peine d'enquêter, d'autant plus que le site de cette embuscade me semble pas être leur base d'opération.
Il y a probablement un nid à proximité. Avec un peu de chance, vous trouverez plus d'informations sur le forgeron disparu. Et un trésor, ça serait bien. Alors, récompense, nouveau lieu. Et on nous dit donc le trou dans le mur 2. Donc en fait, on prend le 2, ici. C'est marqué un trou dans le mur. Hop, je vous montre vite fait, c'est pas forcément évident. Un trou dans le mur, donc ça après, il faut le coller quelque part. Donc je sais pas exactement où, mais là, on va en B1, je crois aussi. Donc là, pour le coup, on va pas le faire, parce que c'est pas l'objectif. Donc, placer la vignette sur 1, puis retourner page du guide d'apprentissage du jeu pour obtenir des instructions supplémentaires. Ok. Donc, le scénario accompli, donc... de plus, comme vous avez terminé avec succès le scénario 1, cochez la case de la vignette pour indiquer qu'elle a été accomplie. Vous ne pouvez pas rejouer des scénarios qui ont déjà été accomplis, parce qu'en fait, en gros, vous avez, je sais pas où est-ce qu'ils sont, des petites fiches que j'ai rangées, je pense, où on note un petit peu tout dessus, donc c'est un peu votre fiche de héros, de personnage comme dans un JDR, en fait, tout simplement. Sur une carte, sur les 2 missions de départ, c'est vraiment de la chauffe, c'est bien pour les nouveaux joueurs, ouais. Ça se colle sur une map, Ouais, c'est ça. Enfin, après chaque scénario, les aventuriers se rafraîchissent, complètent, ils récupèrent toutes leurs cartes, capacités, enlèvent tous les pions étoiles et remettent leur compteur de points de vie à la valeur maximale. Donc nous, ma valeur maximale, elle est marquée ici, je suis à 8 pour lui et 10 pour lui. Hop là. Donc là, feuille d'aventurier et compagnie. Alors par contre, une question que je me pose, c'est... J'ai tué donc des ennemis, mais j'ai vu nulle part le fait que tu gagnes de l'expérience quand tu les tues. Je me souviens que dans Gloomhaven, tu avais un trésor en fait que tu pouvais récupérer. Et j'ai pas vu ça. Alors soit j'ai complètement passé complètement à travers. Détruire des obstacles, ok. Ligne de vue, élimination, subir des dégâts, état, tu vois. Mais nulle part c'est marqué expérience ou... Bon, bref. Alors, maintenant, les joueurs peuvent récupérer leurs cartes de niveau B. De leur paquet de cartes capacité qui se trouve dans la boîte. Alors, on va découvrir ça ensemble. Là, ici, en fait, dedans, ça c'est les boîtes. Un peu comme pour ceux qui te couvrent de Gloomhaven. C'est les mêmes styles de boîtes. Hop là. À l'intérieur, donc comme je vous disais, vous avez la fiche donc, du personnage que vous mettez toutes les informations dessus. Ok. Et après, à l'intérieur, vous avez en fait des paquets. Ici. Et qui disent, voilà, ne pas ouvrir tout de suite. Attention, stop. En fait, ils vous mettent plein de... ici. Stop, ne pas ouvrir ce paquet tant que vous n'avez pas atteint le niveau 5. Donc en fait, vous avez des instructions comme ça, obligatoires. Ok. Bah après, c'est une... Enfin, je compare ça moi avec Gloomhaven, mais oui, d'accord. C'est le scénario 3. Donc ils disent de récupérer les cartes de niveau B. Donc je regarde vite fait ici si elles sont là. Je m'excuse pour le bruit du plastique. Je sais pas si ça va s'entendre. Donc, est-ce qu'il y a... Oui, ici, il y a B. Donc j'ai 2 cartes B ici que je récupère. C'est ça qu'ils m'ont dit. Récupérer les 2 cartes de niveau B. Ok. Toc. Dans un paquet, dans la grande boîte à l'intérieur. Échanger les 2 cartes de B avec les 2 cartes de niveau du même nom. D'accord. Donc en gros, j'ai 2 cartes du même niveau en fait qui passent. Parce qu'en fait, tu as une montée en puissance aussi. Tu améliores ton deck au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un gros paquet de cartes après derrière que tu peux rajouter. Donc clairement... franchement, le Gloomhaven, moi je suis content que le Dandy me l'ait prêté parce que ça me permet de le tester et tout. Et je suis plutôt satisfait parce que j'avais été très emballé par le Gloomhaven classique. Mais quand j'ai vu tout le matos, tout que ça faisait, qu'il fallait une table pour ça, qu'il fallait limite 3 ans pour y jouer, j'ai un peu fait marche arrière. Puis en plus, il était en VO. Et ça, c'est important. Là, je trouve que la mâchoire du lion, c'est vraiment le très bon format pour découvrir tout ça. Et donc, moi, je ne peux que valider pour l'instant le... Hop là. La nuit dans le désert. Ok. Donc j'ai enlevé les 2 cartes A du paquet de cartes du garde rouge. Donc ces 2 cartes ici que je vais pouvoir remettre dans le paquet juste après. Toc, ici même. Hop, toc. Et je vais faire la même chose pour donc l'artificier. Puis après on va partir sur la mission 2 qu'on va pouvoir continuer à faire en live. Là on est à combien de temps de live? Là on est à peu près à 40 minutes. Ouais c'est ça, bah, après je parle beaucoup. Hop là. Toc. Hop là. Alors il y a une petite mise en place à chaque scénario, mais ça va aller, je pense que ça va aller assez vite. Toc, toc, on enlève ça. Hop, ça, ok, c'est son paquet. Ça, c'est mon paquet qu'il faut que je change. Je vais récupérer les nouvelles cartes. Et après, qu'est-ce qu'ils me disent de faire?
Les 2 cartes A ne seront plus jamais utilisées. Certaines des cartes B peuvent avoir des icônes. D'accord, ok, ça marche. Sauvegarde. Vous pouvez maintenant enregistrer ce que vous avez fait, mais moi j'ai pas envie de sauvegarder. Donc maintenant, on passe à la règle du scénario 2. Tout d'abord, commencez à ouvrir le livret de règles à la page scénario 2. Donc c'est parti. Hop. Le trou dans le mur, c'est parti. Donc là, on va pouvoir mettre 2 nouveaux méchants. C'est parti. Je récupère mes 2 cartes B qu'il me faut et on va pouvoir commencer. Alors. Toc. Carte B ici. Elle est où l'autre carte B? Tac, tac, tac. Parce que moi, la première fois que j'ai joué avec le Dandy, on commençait à faire la mise en place et j'avais pris tous les cartes et j'étais en train de tout mélanger. Et il lisait au fur et à mesure, il me dit en fait, il faut pas mélanger, il faut prendre que les 6 cartes là. J'étais comme un con de dire putain, mais quel abruti. Hop là. Hop là. Donc, bah c'est parti. Alors, là ici, on va commencer là, donc on va plutôt mettre le 1 ici. Donc là, le 2, ça sera pas. Ouais, là, il va y avoir un peu de token. Hop là, toc, à faire. Le numéro 2, ça va être lui, ici. Je suis 2, donc c'est un blanc. Hop là. Le 3, ici, c'est un blanc aussi. Le 4, là, j'en ai pas. Là, ici, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Ici, j'en ai un ici. Toc. Et là, j'ai un blanc aussi. J'ai pas d'élite? Bah non, j'ai pas d'élite. C'est bizarre, je croyais qu'au moins j'aurais au moins eu un élite là pour celui-là. Donc non. 1, 2, 3, 4. Bah dites-moi dans le chat si je me suis planté, mais ici non, hein, c'est pour moi c'est un blanc. Hein. Je vous enlève le token pour que vous voyez bien, mais... Ça marche Baku, bah merci d'être passé en tout cas. Hop. Moi si j'ai bien compris les règles, pour moi là j'ai pas de... Pas d'élite. Parce que tu vois, même lui, c'est pas un élite. Non, j'ai pas d'élite. Après, j'ai beaucoup de bestioles. Peut-être qu'un élite m'aurait fait mal. Mais... Bon, écoute, on va voir. Hop. Hop, lui, il va passer en premier là. Lui, il va se mettre un peu en retrait derrière là, comme ça. Voilà. Donc, on y va. Introduction. Les traces sont faciles à repérer. Les vermilings n'ont jamais été connus pour leur subtilité. Le bouquin est assez loin, excusez-moi. Vous suivez les griffures et la piste d'un corps traîné pour vous retrouver au pied du mur de Havre-Nuit. Le soleil est très bas, mais quelque chose cloche. Ce n'est pas seulement une ombre projetée sur les parties inférieures du mur, c'est un trou. Les vermilings ont creusé un nid dans le mur lui-même. Quel boulot! Vous accroupissez et essayez de vous approcher discrètement, mais des gardes doivent surveiller l'entrée. Un cri strident retentit, puis quelques vermilings jaillissent de l'obscurité, brandissant des armes émoussées et de mauvaise qualité. Vous n'avez plus d'autre choix que de vous défendre. Heureusement que vous avez réussi à reprendre votre souffle, mais vous aurez certainement besoin d'un long et agréable bain après cette épreuve. Excusez-moi, je sais très mal lire. Assurez-vous... que chaque aventurier ait échangé ses 2 cartes capacité A contre les capacités B du même nom. Les mains de départ comportent toujours 6 cartes. Ok, donc ça je trouve ça vraiment bien. Tu vois, il te le précise encore une fois. Attention, n'oubliez pas, vous avez les règles et tout. Donc ce qui fait que si tu as oublié cette règle-là, il te le rappelle dans le livret. Donc ça c'est super cool. Alors, on me dit quoi dans le chat? Il ne faut pas installer derrière la porte. C'est même marqué sur indication à côté de la map. Kezaku. Conseil. Un piège... Ah, attends. Un piège inflige 3 dégâts à un personnage entre dans cette zone. Ah d'accord, conseil. Lorsque cette tuile trésor est pliée... Ah, t'as un trésor ici, ça tombe. Ah oui, d'accord. Les monstres de cette pièce en bas ne sont pas mis en place au début du scénario. Ok, bien vu. Ils ne seront que lorsqu'un aventurier ouvrira les portes. Mais n'oubliez pas qu'ils agiront durant le round où la porte est ouverte. Ok, donc tant on t'ouvre pas, eux ne débarquent pas, ça marche. Conseil et compagnie. Vous pouvez plier un pion monnaie au sol. D'accord. Soit en terminant votre tour sur cette exact zone, soit en jouant une action pillage. N'oubliez pas que les monstres laissent également tomber des pions monnaie lorsqu'ils sont éliminés. Ok. Ok. L'argent commence à arriver. Ça marche. Et bah c'est parti, hein. Hop.
Au niveau des cartes, qu'est-ce qu'ils disent? La pure monnaie. Alors, quand ils disent la pure monnaie sera ramassée en pillant, voir la page suivante. Ok, d'accord. En fait, c'est juste ça que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu pilles... Attends, la grosse Bertha... Oh putain, la grosse Bertha va envoyer du lourd. Oula, j'aime bien la grosse Bertha. Enchaînement, enchaînement, toc. On passe de niveau B. Hop. Est-ce qu'il faut vraiment que tu finisses un objet disponible de deux façons de piller les jetons monnaie et les trésors à la fin du tour de chaque aventurier si ici pille automatiquement l'hexagone sur lequel il se trouve. Ok, d'accord. Contiennent un pillage X. Ok, ça marche. Donc en fait, il faut vraiment rester sur la tuile pour pouvoir piller. Ça marche. Et les jetons, c'est quoi les jetons Je sais pas, c'est quoi les jetons? Enfin, tu pilles quoi en fait Bon, je vais prendre des jetons classiques comme ceux-là pour dire que j'ai pillé, mais c'est pas forcément très clair. Activer, vous avez remarqué les petits icônes d'attaque et de déplacement au centre de la carte capacité. Elles indiquent qu'au lieu d'effectuer une des actions de n'importe quel de vos un aventurier peut effectuer une attaque. Oui, ok. Pour faire simple, pour comprendre un peu, c'est que vous avez donc les deux actions ici, là et là que vous pouvez faire. Mais il y a aussi ici des actions classiques que vous pouvez faire si celles-ci ne vous arrangent pas. Et donc là, on peut les utiliser si on le désire. Ok, bah, écoute, on mélange le paquet. Les tuiles trésors, les portes, allez-y, installez les monstres plus un haut, mais les placez aucun monstre sur les icônes et compagnie. Un aventurier peut se déplacer sur un hexagone de la porte dans le cas d'un emplacement normal. Lorsqu'il fait pour la première fois, la porte est alors ouverte. Une pion active action est placée sur la porte pour indiquer qu'elle est ouverte. Tous les monstres de la salle, Ok, bon. Bah écoute, on laisse le livret ouvert à cette page-là au cas où que j'ai un souci, mais on va pouvoir commencer à démarrer. Coup de piston, hop, j'ai oublié de prendre ces deux cartes-là. Normalement, je dois avoir toujours 6 cartes en main. 2, 4, 6, ouais, c'est bon, on est ok. Hop là. Et ben c'est parti. Alors, j'ai fini mon café, j'attaque la peinture de figue avec Spin Paint, mais je garde Mathieu en fond sonore. Bah c'est super, je suis content. Tu dois mettre des jetons pièges et jetons sur la map. Ouais, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui est jeton piège et qu'est-ce que jeton... Parce que là, t'as le jeton trésor, ok. Ici, pas de souci. Hop. Mais c'est quoi la... Là, tu peux mettre ça ici, ça c'est l'activation, jusque-là pas de souci. Et ça c'est les jetons... Ah oui, ok, d'accord, c'est ces jetons-là. Ok. Toc, toc. Et les jetons pièges, par contre, ils sont où? Ouais, j'ai pas les jetons pièges. Au secours! Alors, parce que j'ai 1, 2, 3, 4... Après, tu vois, de vous à moi, hein, je comprends pour les côtés pièges et autres de se dire, bah voilà, quand tu rentres dedans, le piège est activé, tu l'enlèves, comme ça t'es plus emmerdé. Mais vu que tu as... Enfin, après, je m'en rends pas compte, c'est le premier scénario, mais... Des petites pièces, et les jetons pièges doivent être avec des... Les jetons poison. Ah! Ça marche, ici. Bien vu! C'est vrai que vu que c'est Dandy qui a tout ouvert, j'ai pas fait attention à cette partie-là. Je te remercie. Nicolas, tu assures. Hop là. Et donc là, c'est jeton piège ici, piège là, piège là. Toc, toc, toc. Donc les pièges infligent 3 dégâts. Bien évidemment. Hop, c'est parti. Bon, là, on va s'occuper des deux premiers. Comme ça sera fait. Je vais essayer d'attaquer à distance si je peux. Ah bah tiens, je commençais à jouer avec la grosse Bertha. Alors ils ont toujours 50 en attaque, là on est d'accord, hein, au niveau de... Ils l'ont pas précisé, donc je pense que oui. Hein. Donc j'utilise la grosse Bertha, comme vous pouvez voir maintenant, qui a une partie ici. En fait maintenant elle attaque vraiment toute une zone complète. Donc ça c'est plutôt cool, en plus ça va faire mal je pense. Donc portée 2, donc 1, 2, donc tous ceux qui sont dans la zone là, c'est parfait. Et... Déplacement 2, je vais faire un déplacement 2. Donc ce qui fait que mon initiative est à 20 pour celui-là. Et là, de l'autre côté, je vais plutôt jouer en premier. Ah, peut-être pas en fait, faudrait peut-être pas que je joue en premier. Je vais peut-être jouer ça, ce qui permet de faire une attaque. Juste après, 38. Et il faudrait que j'arrive à trouver le moyen de me déplacer. Déplacement 6. Ah, alors, ce logo-là. Ce logo-là, c'est si je le joue, je crois que la carte est jetée. Action de carte perdue. On va regarder vite fait.
Tu peux les pousser si tu veux, ils ont 3 PV, ça te tombe bien. Non, ils ont pas 3, ils ont 5 hein, PV. Hein. Les, Certaines cartes actions, des cartes améliorées de niveau B indiquent maintenant l'icône perdue dans le coin inférieur à droite. Cette icône signifie que vous pouvez effectuer l'action. La carte sera immédiatement placée dans votre pile de cartes perdues au lieu de votre défaut. Ce sont des capacités puissantes, mais vous devez l'utiliser avec prudence, car cela réduirait le nombre de runes que vous pouvez jouer avant d'être épuisé. Si vous ne souhaitez pas perdre la carte, vous pouvez toujours effectuer une action par défaut, ou passer complètement votre tour, ou défausser la carte sans effet. Donc après, je peux juste utiliser le déplacement au pire, mais au moins c'est fait, parce que le déplacement 6 pour l'instant il ne sert pas à grand chose. Donc ce qui fait que l'artificier lui joue en premier. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est l'artificier qui joue en premier. Donc l'artificier, enfin pas l'artificier, aussi c'est l'artificier joue en premier. J'attaque à 3 avec une portée 2, donc je vais attaquer lui, et donc ce qui fait que toute cette zone là vont être pris dedans. Après, à moins que ça ce soit la cible du milieu, alors c'est ça. Tous les adversaires de la zone ciblée subissent 3 dégâts. Tige 3. Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que le monstre que tu attaques, est-ce qu'il est placé au milieu en fait? Enfin, ce qui me paraît plus logique, et après tu fais tout ce qu'il y a autour. Ce qui me paraît pas déconnant. Mathieu Cloniste a fait une spéciale Flesh and Blood ce matin sur sa chaîne YouTube. La FR arrive. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah ouais, poussée 1. Par contre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, je peux faire une poussée 1. Pour les pousser pour... Ah oui, parce qu'ils ont 3... Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu voulais me dire. Ok, tu as raison donc. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais faire en fait un déplacement 3. 1, 2. Je vais m'arrêter ici. Hop là. Et lui, je vais le pousser donc de pousser 1. Déplacez-vous de 3 hexagones maximum, puis un adversaire adjacent est poussé et s'éloigne de vous de 1 hexagone. Ah donc c'est pas lui qu'il faut que je fasse, c'est lui. 1, 2. Ici, et je pousse lui là. Donc lui, hop, il prend 3 PV. Voilà. Ça c'est fait. Et donc lui c'est le numéro 1. Le numéro 1 prend 3 PV. Donc ça c'était la partie basse. Donc cette partie-là n'est pas détruite, c'est que la carte du haut qui était détruite. Par contre, j'ai une attaque là qui me sert à rien, parce que... Ah si, bah, il est justement là, je suis bête. Et là je fais une attaque donc à 3. Avec un modificateur de plus 0. Donc ce qui fait que lui aussi, à côté, prend 3. Excusez-moi, il y a encore des habitudes que je n'ai pas encore vu que je découvre le jeu. Hop là. Donc là, lui, c'est fait. Et donc là, la carte, vu que j'ai pas utilisé l'attaque de Grosse Bertha, l'attaque n'est pas supprimée, enfin la carte n'est pas supprimée, elle va bien à ma défausse. Donc maintenant, c'est à lui de jouer. Donc pareil, il va se déplacer donc de 2. 1, 2. Donc lui, à la fin du tour, il prendra le pion. Je le mets tout de suite, parce que de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc je me suis déplacé de 2 avec cette carte-là. J'ai pas utilisé l'action de 6, mais j'ai pris la petite carte en dessous, enfin la petite action au milieu. Et après, j'attaque donc à 2. Donc 2... plus 0, ça lui inflige 2 points de dégâts. Hop là, ici. Toc. Ce qui fait qu'il avait déjà 3. 3 plus 2, c'était lui. Donc 3 plus 2, 5. Donc 5, il meurt. Donc lui, il meurt. Voilà. Ça, c'est réglé. Et donc, c'est la fin du tour des héros. Maintenant, c'est les pillards qui jouent. Donc le pillard numéro 1 se déplace de 2. 1, 2. Il inflige 2 dégâts à lui. Donc il passe de 10 à 8. Voilà. Après, lui se déplace. Donc lui, il évite le piège. Hein. Il n'est pas con. Hein. 2. Hein. C'est dommage. Hein. J'aurais bien voulu qu'il se... Alors il se déplace de 1 ou de 2. Pourquoi je dis 2 depuis tout à l'heure? Parce que je vois marqué déplacement 1, moi, depuis tout à l'heure. Pourquoi je suis parti sur 2? Est-ce que je suis pas en train de faire un miss move là depuis le départ? Il est déplacé de combien là? Pourquoi j'ai vu tout à l'heure qu'ils se déplaçaient de 2 et qu'ils attaquaient à 2? J'ai fait une erreur, je pense, depuis tout à l'heure. Je fais une erreur. Caractéristiques des monstres normaux. Nanana, nombre de maximum de points de vie du monstre. Ok. Bon, donc moi je suis en 6. Valeur défaut de déplacement, qui est le nombre d'hexagones dont il peut se déplacer. Donc c'est 1. Pourquoi j'avais 2 en tête depuis le départ en fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Autant pour moi, pour les 3 PV, pour le monstre. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste, tu vois, je disais qu'il se déplaçait de 2 depuis le départ, mais en fait, je crois qu'il se déplace de 1. Hein. Je me suis un peu planté. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête, j'avait 2 en fait, mais... Tour des monstres. Les initiatives voient maintenant tous les monstres de même type effectuent leur tour et même valeur. Les monstres d'élite agissent en premier.
Effectue un tour, on déplace de la valeur de déplacement par défaut. Ok, donc je me suis trompé. Donc il se déplace pas de 2 mais de 1. Donc lui se déplace ici et il inflige donc les 2 dégâts à lui. Donc ce qui change quand même pas mal de choses. Donc il passe à 6, excusez-moi pour le misplay. Hop, hop. Et lui se déplace pas de mais de 1. Voilà, ici. Et les autres ne bougent pas. Et tu m'as dit de jeter et de laisser une pièce là où est-ce qu'il est mort. Ok. Mais la pièce quand il meurt. Ça marche. Donc début du tour. Donc là, lui, il reste 2 points de dégâts à prendre. Donc je vais peut-être faire ça pour l'attaque avec une portée 2. Et là j'ai un déplacement de 3. Ce qui me paraît pas déconnant avec une initiative de 14 pour lui. Et pour lui je vais faire un déplacement de 4. Et avec un combat... Est-ce que j'ai pas un combat à distance là? Non, j'ai que du combat au corps à corps. Bon. Bah déplace... Ah oui, en fait j'aurais dû trouver... Attends, je vais peut-être trouver un autre déplacement. Ouais, bah je vais faire ça. 19 et 88. Donc, hop, c'est le garde rouge qui commence le tour. Donc le garde, il se déplace de 3. Donc, 1. Ah oui, merde, j'ai pas vu qu'il y avait cette partie-là que je peux pas me déplacer. Ça ferait 1, 2, 3. J'attaque à 2. Un adversaire adjacent et compagnie. Subit des avantages si adjacent. Bah ouais, je suis adjacent. Ou sinon, j'attaque d'abord, j'étais ici, j'attaque d'abord. Et après, je me déplace, hein, ça pourrait être mieux. Hein, c'est ce que je vais faire. J'attaque avec une portée 2, avec immobilisation, avec une attaque à 2. Donc ce qui fait que 2 moins 1, ça fait 1. Donc il prend 1 PV. Plus immobilisation, mais je pense qu'il va être mort d'ici le prochain tour, donc de toute façon, je vais pas lui mettre. Donc là, c'était l'attaque. Et maintenant, je me déplace de 3. 1, 2 et 3. Ici. Donc lui, il récupère encore de la thune. Le ramasse-miettes, comme on l'appelle dans le métier. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, lui, j'attaque... J'attaque à 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc lui, il est carrément mort. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah, par contre, est-ce que j'ai fait le... Non. J'ai oublié de faire le dégât supplémentaire tout à l'heure. Hop là, 5. Pour l'artificier quand lui, il était venu. Donc lui, il perd une pièce là. Toc. Donc, j'ai fait l'attaque ici. Et maintenant, je me déplace de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, hop. Alors l'activation du pion, est-ce qu'elle se fait automatiquement? C'est une bonne question. C'est une bonne question que tu me poses là, l'ami. Hop là. Les portes. Allez-y installer les monstres, mais ne placez aucun monstre. Un aventurier peut se déplacer sur un hexagone de la porte dans le cadre d'un emplacement normal. Lorsqu'il le fait pour la première fois, la porte est alors ouverte. Ok, ça marche. La porte est ouverte, donc là, on active donc lui ici. Enfin, pas lui là, mais... 4 et 5, ici et là. Hop là. Toc, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Mais les pièces quand il meurt, ouais, ça marche. J'essaie d'y penser. Donc là, maintenant, c'est à eux de bouger. Donc lui se déplace de 1, lui se déplace de 1, lui se déplace de 1. Ok. Bon, maintenant que ça c'est fait. Donc c'est le début d'un nouveau tour. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. Enfin, j'ai ces 2 cartes-là. Maintenant, il faut que je sache dans quel ordre je vais jouer. Je peux faire un soin, tu me diras, avec lui, là. Parce que le soin, après, si la carte disparaît, je vais être comme un con après. Donc je vais peut-être utiliser le soin pour lui et l'attaque sur lui. Traction 1. Bon, bah écoute, ouais, ça peut le faire. Je vais faire ça pour lui. Donc 41 pour l'initiative. Et lui... Ah, il a plus de déplacement, quoi. Ah bah après, tu me diras, je peux toujours utiliser le déplacement ici. Je vais me déplacer avec lui pour attaquer. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc c'est 42, 41. Donc c'est toujours le garde rouge qui commence. Donc le garde rouge commence avec son attaque à 3 avec une portée de 2. Donc il attaque ici. Portée de 2 plus, bah moins 1. Ça fait, hop, une portée de 2, donc une attaque à 3. Donc ça fait 2 points de vie. 2 perdus. Pour le numéro 2. Hop, 1 et 2. Toc, toc. Et il a une traction de 1. Bon, bah, je
fais une traction de 1, malheureusement. Alors, traction, est-ce que tu peux le faire bouger n'importe où? Genre, le faire bouger du côté des... Coucou Cléonis. Alors quoi, tu joues encore, tu joues pas encore à Flesh and Blood? Non, je joue pas encore à Flesh and Blood. Arrête-toi. Lol. Pourquoi arrête-toi? Bon, il se déplace ici en tout cas. Hop là. Donc ça c'était mon attaque. Et maintenant je vais faire mon soin de portée 2. Donc il est pas à portée lui. Ah oui merde, il est pas à portée. Oh dude, je me suis planté. Bah je me déplace ici. 1 et 2. Avec la partie basse. Là. Hop et hop. Maintenant, lui il se déplace de 2. 1. Je me déplace que de 1 avec là. Et maintenant je fais une attaque à 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc le numéro 4 prend 2 points de vie. 1 et 2. C'est le numéro 4. Hop là. J'ai réussi à te faire prononcer le mot maudit sur la chaîne. Ah ah ah. Tu as oublié de déplacer les monstres. Une fois que tu as ouvert les portes, les monstres s'activent. Ils s'activent une première fois quand tu ouvres la porte, plus une autre fois à la fin du round, c'est ça? Tu me diras, ça va pas forcément changer grand chose, mis à part le fait que il aurait pu m'attaquer lui, ça c'est sûr. Mais lui, il va juste avancer de plus 1. Dans le même tour. Ah ok, d'accord. Donc alors lui s'avançait de plus 1. Donc c'est-à-dire que lui était ici, il vient se mettre là. Donc là, concrètement, il m'a infligé donc une attaque. On fait un petit reroll de 0, donc ce qui fait que je prends 2 dégâts supplémentaires sur lui. Voilà. Donc là, c'était la fin de mon tour pour là. Donc là, je suis épuisé, donc comme tout à l'heure. Hop, on mélange et on jette une carte. Ah, c'est la grosse Bertha qui s'en va. Ça fout le seum, la grosse Bertha. Je l'aime bien, la grosse Bertha, putain. Non, il s'active qu'une fois. Et bah, je l'ai fait, alors. Dans le même tour, il s'active une fois. Bah alors, tu m'as un peu perdu, là, en fait, Nicolas. Parce que je les ai activés à la fin du round, je les ai activés, ils sont déplacés, parce que normalement, il apparaît ici et là, et ils étaient ici et là. Donc, si tu me dis à la fin du round que c'était ok, donc pour moi c'est bon, hein, ils sont activés. Donc là, c'est la fin du round, ils vont se réactiver. Mais si tu me dis qu'ils s'activent une fois que la porte s'ouvre, plus une fois à la fin du round, bah, ce qui fait que ça active donc 2 fois. Donc là et là. Faut juste me dire. Parce que pour moi, c'était... Enfin, après, peut-être que j'ai mal lu, mais pour moi, c'était marqué nulle part qu'ils s'activaient à la fin. Mais ils sont déplacés, hein, parce qu'ils apparaissent ici et là. Donc forcément, c'est la première fois que j'ouvre le... Bon, ce qui change, c'est que là, il m'a infligé 2 dégâts. Hop, et donc je prends les 2. Hop. Donc on refait un reroll du reroll, en fait, c'est ça. Et donc là, le garde rouge, lui, perd le coup tournoyant de son côté. Ok. Donc là, c'était la fin. Eux, ils se déplacent. Donc lui, il avance de 1, il affiche 2 dégâts à lui. 2 plus 0. Ok. Lui se déplace. Lui se déplace pas, mais il m'attaque. Et il me flige 2 moins 1. Ça me fait 1 point de dégâts. Ouf. J'ai eu chaud. Je ne devais pas faire... Je ne devrais pas faire d'autres choses en même temps. Il n'y a pas de souci, Nicolas, il n'y a pas de souci. Le but aussi, c'est d'échanger avec vous. Parce que ce genre de vidéo, c'est ce genre de vidéo avant que je faisais sur ma chaîne, tu vois, en solo. Et bah, souvent, il y a des trucs que tu oublies. Déjà de 1, quand tu joues. Tu es dans ton jeu, tu parles tout seul en plus comme un con. Alors là, tu me diras, je parle tout seul aussi comme un con, mais il y a le chat qui me répond en direct, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais surtout, bah, il y a ce côté vivant en fait. On interagit ensemble et tout. Donc oui, tu m'avais demandé de les réactiver une deuxième fois, je l'ai fait, mais c'était pas le cas parce que je les avais bien fait. Donc pour YouTube en tout cas, j'essaierai de voir si je peux pas faire un petit cut ou autre ou mettre un petit message, mais rien de bien méchant là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, donc lui il a attaqué, c'est good. Lui s'est déplacé, c'est good. Donc là c'est le début du tour. Lui aussi il a attaqué. Lui il a attaqué, tout le monde a attaqué, donc c'est good. Donc maintenant c'est le début du tour. Éliminer tous les monstres. Le but c'est d'éliminer tous les monstres. Et là il me reste encore 3 éliminés. Est-ce que je peux pas faire 2 attaques Si, je vais faire ça. Attaque et attaque. Attaque à 3, pillage et à 1. Subit 1 dégâts, plus médication. Ramasser ensuite tous les pions monnaie
et les tuiles trésors sur votre hexagone et ceux adjacents. Ça c'est plutôt cool, c'est ce que je vais faire pour lui. Pour lui là-bas, parce que là ils ont tous les deux 2 points de vie, donc le but c'est de leur faire perdre 3 points de vie. Donc là, j'ai ça. Une attaque à 3, d'accord, mais il faudrait que je fasse d'abord un petit déplacement, histoire de ne pas être trop collé à lui. Alors par contre, si je fais ça... Non, j'ai peur que ça... Enfin... Cette attaque, elle me plaît pas des masses, en fait. Si bien adversaire à hexagone ou moins, désarmement, attaque 2. Et ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du prochain round. Alors on peut faire ça. Là-haut, 2. Donc 90, et après je me déplace à 3. Ok, donc on reste sur la garde rouge qui attaque, plus après l'artificier, puis les pillards. Alors on y va. Je vais faire une attaque à 2 sur lui. Avec lui. Parce que c'est lui qui commence, donc avec cette partie-là. Donc 2 plus 1. Yes, ça fait 3, je comptais là-dessus. Donc lui meurt. Ce qui fait que, hop, il y a un pion ici qui se met. Puis après j'ai un déplacement de 3 qui peut être fait, donc je peux faire 1, 2 et 3. Tranquillement, tranquille. Donc ça, c'est fait. Je vais faire... Alors, attends, si j'ai fait une attaque à 1, plus pillage, il faudrait que je compte sur un plus 1 pour le tuer. Est-ce que ce serait pas un petit peu... Est-ce que ce serait pas un petit peu présomptueux? Est-ce que ce serait pas mieux de... Ouais, je vais plutôt faire ça. Attaque à 3, dans un premier temps. Donc attaque à 3, plus ou moins, bah moins 1 j'ai bien fait, donc ça fait 2, ce qui fait que je ne le tue pas. Hop là. Donc j'ai bien fait de faire ça. Donc lui, hop, il est mort. Tac. Et ce qui fait qu'après, bah, j'attaque avec 1. Donc 1 plus 0, ça fait 0, ça fait 1, je le tue. Et puis j'ai pillage, ce qui fait que, hop, lui il meurt. Il fait tomber une pièce, mais la pièce, je la récupère tout de suite. Toc, et je la mets sur moi. Voilà. Et donc là, c'est la fin donc, du round des méchants. Il ne reste plus que lui qui se déplace de 1 et qui vient tranquillement vers nous. C'est la fin du tour. On recommence. Alors maintenant, donc là, il me reste 3 cartes à jouer. Enfin, il me reste 6 cartes à jouer. Et l'objectif, ce serait... Donc là, je vois que je perds 3 pièces, mais bon, à un moment donné, je ne peux pas faire demi-tour pour récupérer les pièces. L'objectif, c'est de le tuer assez vite. Donc là, j'ai une attaque à 2 avec une portée 4, qui me paraît pas trop mal, parce que portée 4, 1, 2, 3, je l'ai. Donc ça, c'est plutôt cool. Et est-ce que j'aurais pas autre chose à faire? Je pourrais faire un déplacement. Déplacement de 2. 1, 2. Ah bah tu sais quoi, je vais faire ça. Donc lui, il joue à 19 pour son initiative. Et donc lui, après, qu'est-ce qu'il peut faire? Faudrait qu'il joue après... Putain. Attaque portée 2, ça peut être pas mal ça. Il faudrait que j'ai un déplacement pas trop... Et je pourrais utiliser ça pour me déplacer. Ok, on va essayer de la jouer comme ça, vous allez voir. Je vais faire un gros move là. Ça va être, je pense, assez intéressant. Donc, 19, 41, donc c'est vraiment l'artifice qui commence. Hop, après c'est le garde rouge, puis après c'est donc le pillard de Vermling. Donc en gros, lui commence et va faire donc une attaque à portée 4. Donc 1, 2, 3. Donc je suis à portée. Une attaque d'attaque de niveau 2. 2 plus 0, ça lui fait 2 points de vie que je lui inflige. Donc là, le numéro 5 prend 2 points de vie. 1, 2. Puis après, j'ai un déplacement de 2. Donc je vais me déplacer ici. 1, 2. Donc je finis mon tour sur le trésor parce que je suis un ramasse-miettes. Mais si je fais ça, c'est pas que pour faire le ramasse-miettes, bien évidemment. Hein, c'est aussi pour... parce qu'il y a toute une stratégie derrière tout ça. C'est que lui va se déplacer de 2. 1, 2. Hop. Et il va faire une attaque à portée 2. Donc 1 et 2. Avec une traction de 1, mais il a une attaque de 3. 3 plus 1, ça fait 4. Ce qui fait que je le tue. Hop là. Donc lui meurt. Il fait tomber une pièce. Toc. Et c'est la fin du tour. Il n'y a plus de méchants, j'ai donc gagné. Alors maintenant, une question que je me pose. C'est qu'une fois le nid nettoyé de ces misérables créatures, vous prenez le temps de fouiller chaque recoin. Les gardes de la cité voudront sûrement en savoir plus à ce sujet. Il n'est pas prudent de laisser des vermlings creuser des tunnels à travers les murs. C'est déjà assez difficile de repousser leur raid comme ça. Finalement, vous réussissez à trouver une quantité d'or inattendue sous les planches de bois pourri en fouillant dans le trésor.
Vous trouvez aussi une note étrange, grossièrement gribouillée. Elle détaille une affaire entre les Vermines et un certain Roland. Apparemment, Roland achète des cadavres frais aux Vermines en payant en or. À en juger par la monnaie, les Vermines ont réussi à tuer pas mal de gens avant que vous y mettiez fin. C'est la meilleure piste que vous ayez. Il est donc temps de dénicher ce Roland. Après s'être reposé au lion assoupi, bien sûr. Donc on gagne chacun 25 pièces d'or. Alors, il y a une chose que... Alors, attends. Tu ne devrais pas faire d'autres... tu peux faire deux équipes, un qui récupère les pièces en haut, l'autre qui gère le mob. Ne les tuez pas, sinon tu pourras pas récupérer le trésor. Lol, c'est fini. Ah ouais, bah voilà, c'était ça ma question. Bon, j'ai fait une erreur. C'est pas grave, hein, on va aller au bout de là-dessus. C'est qu'en fait, en gros, il fallait que je vienne ici avant. En fait, dès lors que tu tues tous les adversaires, quand tu as atteint l'objectif, bah la mission se termine là. Donc concrètement, bah... je viens de terminer la mission, ce qui fait que je ne récupère pas le trésor. Ils disent que le trésor, ils disent, voilà, lorsque cette tuile trésor est pillée, cherchez l'entrée 14 dans l'index des trésors du troisième couverture en troisième couverture du glossaire. Donc je vais pas vous spoiler ce que c'est, je pense pas qu'il y a nécessité, mais tu avais moyen d'avoir un trésor intéressant. Pour le début de l'aventure, bon bah c'est quelque chose que j'ai un peu foiré, mais bon ce n'est pas grave. Chacun récupère 25 pièces d'or, et nous avons donc un nouveau lieu qui s'appelle le vaisseau noir, qui est en D5, qui vient d'être disponible, et nous avons aussi la boutique qui s'ouvre, objet de 1 à 13. Alors ça c'est intéressant, on va clôturer le live là-dessus. C'était pas super non plus, ok d'accord. Alors, interaction, scénario 2 accompli. Enregistré et compagnie. Alors, interaction ville-objet. À partir de maintenant, entre chaque scénario, les aventuriers peuvent acheter et vendre des objets à la boutique ou échanger des objets entre eux. Trouvez le paquet de cartes objets dans la boîte et rangez le côté rouge des cartes. Prenez celle qui apporte le numéro 1 à 13 sur le côté gauche. Alors, vous savez quoi, je vais essayer de trouver. Parce que je vais vous montrer un peu le bordel dans cette boîte, parce que je trouve que la boîte est vraiment une horreur. Hop là. Il y avait, en plus, au départ, tu te dis, ah, c'est bien, il y a quelque chose et tout, mais en fait, bah, pas du tout. Les objets, c'est où? Ça, c'est quoi ça? Événement rencontre, on s'en fout. Objet indisponible, ok, donc ça, c'est cool. Malédiction et compagnie. Bah, j'aurais plutôt parti les objets, moi, ça. Vous savez quoi, je vais essayer ça. Hop là. Est-ce qu'on a un numéro là-dessus? Non, c'est pas du tout les cartes objets. Objet non disponible. De côté, objet non disponible du séparateur de cartes. Objet 1 à 13 sont maintenant disponibles à l'achat. Donc les acheteurs peuvent payer la valeur en or de l'objet transféré, d'accord? Donc en fait, tu gagnes en or les 25 pièces d'or de la mission, plus chaque pièce que tu as récupérée te vaut 1. Donc en fait, là, les deux ont 27 pièces d'or, parce qu'ils ont chacun récupéré deux pièces récupérées par les monstres. Je ne sais pas où est ce fameux paquet de cartes. Ça peut vous montrer à quel point c'est quand même un peu le bordel là-dedans. Hein. Ah, c'est bon, trouvé. Ici. J'ai trouvé. Oula, attendez. Il y a beaucoup de plastique, mais on trouve quand même ce qu'on cherche. Hein. Hop là. Alors. C'est long, excusez-moi. Ah, tu me dis que le trésor c'était pas super, Nicolas? Bah écoute, si tu le dis, je te crois. Je te fais confiance. Oh putain, ce petit bout de plastique qui veut pas s'ouvrir. Puis j'ai pas d'ongles, donc paye ta misère. Hop. Hop, toc. Donc, ils disent de prendre le numéro 1 à 13 sur le côté gauche. Donc 1 à 13... 12, 13, 14. Ok. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a comme carte. Coucou Keycord. Vous avez des lunettes, des jumelles, excusez-moi. Œil de faucon. Pendant votre attaque, gagnez avantage pour la TT de l'action d'attaque. Ça c'est fort. Le casque d'or. Lorsque vous êtes attaqué, traitez toute carte modificateur d'attaque piochée par l'adversaire comme un 0 à la place. D'accord. Ah oui, c'est les x2 sont transformés en 0. Pendant votre tour, gagne un bouclier pour le reste du round. D'accord. Ok, donc en fait vous avez des armures, des bottes, donc de quoi vous équipez un peu plus. Un marteau pendant votre attaque. À distance, ajoutez étourdissement à une seule attaque. Pendant votre attaque de mêlée, ajoutez empoisonnement. D'accord. Ah oui, donc après tu peux modifier potion de soin, ça peut être utile, potion d'endurance et potion de puissance. Ok.
Donc tout ça, vous pouvez l'acheter après avec l'or que vous venez de récupérer. Donc on peut voir, là, moi j'ai 27, donc je ne peux pas récupérer donc, les jumelles qui coûtent à peu près 30. Donc, dommage. Parce que... Ouais, c'est de la SMR, ouais, excusez-moi. Avec le petit... Hop là. Ah, ce petit bout de plastique, c'est... Je trouve ça chiant, putain, je vous avoue que je trouve que des fois, leur petit paquet comme ça, à la con, hein, disons les choses un peu comme elles le sont, c'est pas ouf. Voilà. Toc. Et donc, voilà. À la fin de la mission 2, on peut donc avoir l'interaction avec la ville, et t'explique un peu tout ce que tu peux acheter. Franchement, le livret est vraiment très bien fait. Ce qui fait que vous avez pu le voir durant la partie. Alors bien sûr, je me suis servi du chat un petit peu pour pouvoir avoir quelques conseils à droite et à gauche. Mais je trouve que concrètement, pour un Gloomhaven, de pouvoir jouer comme ça sans aller chercher dans les bouquins toutes les 2 secondes, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Donc là, on va rentrer dans le scénario 3 avec les terrains difficiles, les indicateurs de section, des nouveaux mécanismes d'action. Donc on a l'expérience qui va prendre en compte les boucliers. Donc là, il y a un gros pavé de nouvelles choses à prendre en compte. Mais pour le scénario 3. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Donc là, je vais pouvoir, moi, arrêter le live là-dessus. On aura fait les 2 premières missions. Je vais regarder, moi, les règles pour les 3e et 4e missions. Et peut-être que, en live, dans la semaine, je sais pas, il me reste... On est quel jour? On est mercredi. Je suis pas là ce week-end. Donc, soit lundi prochain si j'ai le temps, soit demain si j'ai le temps aussi. Mais j'ai beaucoup de choses aussi à faire demain. Donc, si on a le temps, j'essaierai de faire les missions 3 et 4 du scénario. Parce que les 4 premiers scénarios sont là pour faire vraiment de l'apprentissage. Et puis après, on pourra peut-être voir si on fait la campagne complète ou pas. Il faudra voir avec le dandy s'il veut bien me le rendre. Pour moi, tu es vraiment dans Gloomhaven au scénario 4. Ouais. Après, en vrai, hein, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, ayant joué au Gloomhaven, tu vois, je t'ai posé la question des pièces, des expériences et tout ça. Parce que c'est des choses que j'avais en tête. Mais en vrai, je trouve que l'expérience, elle est plutôt bonne. Parce que tu vois, le live, il a duré combien de temps là? On est à peu près à 1h30. En 1h30, on a fait deux missions. Ça a été assez rapide. C'est vrai qu'en termes de mécanique, c'était pas super intéressant parce que c'était toujours de défoncer les ennemis et tout ça, mais je trouve en tout cas que c'est plaisant. Et moi j'aime bien ce jeu qui monte en puissance, qui te permet au départ de pouvoir jouer pas beaucoup de temps, enfin en termes de temps ça va assez vite, et qui te permet de monter et de voir un peu le potentiel du jeu. Et ça je trouve ça vraiment intéressant. Parce que tu vois là clairement, je pourrais très bien enchaîner une 3e partie sans aucun souci. Là, le matos il est prêt, tu tournes la page, vas-y, let's go, quoi, tu vois, enfin, toc, hein. Hop, c'est parti, on démarre là, et autres. Donc là, éliminer tous les adversaires, c'est le nouveau vaisseau noir, il y a il y a des nouveaux méchants qui se mettent en place, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, tu vois, donc, là, tu vois, j'ai envie. Je me dis, ouais, j'ai vraiment envie d'y aller, parce que les 2 premiers scénarios m'ont pris par la main, et j'ai découvert un peu les mécaniques, et à chaque nouvelle mission, ils te rajoutent des nouveaux trucs, et ça, pour moi, c'est vraiment... Quand tu as une nouvelle carte, les choix sont plus difficiles. Ouais, complètement. Non, mais bien sûr, au départ, tu as 6 cartes, mais au bout d'un moment, tu vas en avoir 20. Tu vas piocher, tu vas faire plus de réflexions. Maintenant, je vous avoue, en solo, c'est un peu chiant. Parce que tu dois gérer les 2 mains en même temps. Et moi, solo, j'ai un peu de mal à jouer en solo parce que là, je me force à le faire en live avec vous. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un échange qui se fait. Mais quand je suis tout seul devant mon plateau là à jouer, je m'ennuie un peu en fait. Je suis pas forcément fan du solo. Je préfère vraiment interagir avec les gens, d'échanger, de dire ah tiens, tu ferais quoi toi, qu'est-ce que t'en penses et autres. Donc ça, je trouve que c'est plus intéressant. Mais j'ai l'impression, alors là on est donc aux mission 3, sans vouloir spoil, t'as combien de missions en tout? T'as 25 missions, donc 25 missions, si t'as à peu près 1 heure par mission, ça te fait 25 heures de jeu, c'est déjà pas mal. Et sachez que t'as aussi un livret de complément de scénario. Donc à un moment donné dans les scénarios, ils vont te dire, quand vous arrivez à tel endroit, ouvrez telle page à tel moment pour pouvoir découvrir autre chose. Donc là je vous ouvre pas parce que c'est un peu du spoil, mais il y a aussi cette possibilité là, donc ce qui fait que tu as plusieurs embranchements, tu peux avoir 2 livres qui vont pouvoir se mélanger. Je trouve que l'intérêt du livre, l'apport du livre, pour moi est super intéressante. Non franchement, pour moi là le Gloomhaven, il peut y avoir des défauts, hein. Je dis pas qu'il est sans défaut, je dis juste que l'expérience de jeu pour les nouveaux joueurs est vraiment géniale. Il y a des points des fois pas très clairs au niveau des attaques, tu vois, mais clairement. Donc scénario 15 pour Nicolas. En gros, moi j'aurais dit 25 heures de jeu, moi à peu près entre 25 et 30 heures de jeu, facile. Mais peut-être que Nicolas me dira, ça dépend après du nombre de joueurs, ça dépend du... parce que là, les parties, je dis qu'elles durent 1 heure, mais tu vois, en 1h30, on en a fait 2. Ça se trouve, au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus long. Ça se trouve, il y a des missions où il va falloir 3 heures pour les faire. Mais, je trouve qu'en termes de rangement et tout, c'est vraiment...
Pour moi, franchement, ce Gloomhaven là est une très très bonne découverte. Je suis très content que j'ai pu, le récupérer du Dandy. Et j'espère qu'on pourra continuer à faire le scénario ensemble. Et peut-être que je terminerai l'aventure en solo, même si c'est pas le truc qui me chauffe le plus, pour vous faire un petit bilan d'ici quelques semaines du jeu. Mais je pense qu'on le fera en live. Je pense que les parties, c'est plus facile pour vous de vous faire un avis plutôt que de vous donner mon propre avis. Moi, je vous dis que le livret il est cool et tout. Peut-être que certains vont dire que c'est mieux de chercher pendant 3 heures des tuiles dans un gros carton, mais ça m'étonnerait. Mais je trouve que l'apport du livre est assez intéressant. Et j'espère qu'ils feront un nouveau Gloomhaven Mâchoire du Lion 2 ou une extension dans ce style-là avec le 1h, 1h30 par scénario en solo. D'accord. Bon, donc c'est vrai que s'il y a 20 scénarios, c'est ça, t'as à peu près entre 30 et 35 heures de jeu, quoi. Franchement, c'est pas déconnant. Parce que la boîte, elle coûte quoi, une cinquantaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc ce qui fait que ça fait quand même pas mal de temps de jeu. Petite boîte, petite expérience de Gloomhaven, mais je pense que le mot petit, c'est pas le péjoratif. C'est vraiment, t'enlèves toute la partie négative du jeu, c'est-à-dire le gros matos, la mise en place longue et compagnie, t'enlèves toute cette partie-là pour garder que l'essence même du Gloomhaven, c'est-à-dire des scénarios fun, de la tactique, c'est exactement le même gameplay, ce qui fait que ceux qui jouent aujourd'hui à Gloomhaven classique vont s'y retrouver dans celui-là, et inversement, ceux qui ont joué à celui-là, qui vont demain découvrir le Gloomhaven classique, vont être en terre inconnue, quoi. Donc la mise en place pour moi est vraiment un très bon point. Bon bah voilà. Eh ben écoutez, ça sera je pense tout pour moi pour aujourd'hui en termes de live. Je vous dis peut-être que je referai peut-être pas un live demain, ou si j'en fais un, c'est peut-être pas sur Gloomhaven parce qu'après je pars en week-end, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout préparer au niveau du matériel ou je laisse comme ça, je sais pas trop. Je vais réfléchir avec moi-même pour savoir ce que je fais demain. Mais en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi pour cette petite aventure. Vous étiez très nombreux. Je suis assez surpris de voir qu'à ces heures-là, il y a encore du monde qui est disponible. Donc, enfin, que vous êtes disponible à ces heures-là, donc ça fait plaisir. Et sans trop teaser, sachez qu'il y a de nouvelles parties de Warhammer AOS qui vont débarquer d'ici peu, clairement. Qu'il va y avoir aussi un tournoi Super Fantasy Brawl sur BGA qui va aussi se lancer d'ici peu aussi. Ça aussi c'est très intéressant. Et peut-être aussi un Marvel United. J'aimerais bien vous faire une nouvelle boîte Marvel United. Pour l'instant j'ai pas mal poncé la première saison. J'ai pas encore attaqué les X-Men. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. On est en vacances aussi. Du jeu de rôle aussi qui est prévu. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Mais là, dans les prochains. Je crois que là, le prochain live, c'est ce soir. Je crois qu'il y a un entre-rôliste. Je crois, non, il n'y a pas un truc ce soir de jeu de rôle. Ou je me trompe peut-être. Je pensais qu'il y avait un live ce soir. Mais en tout cas, demain, il y aura un live peinture, ça c'est sûr. Jamais tu fais notre promo. Oh là là là, mais lui, c'est pas possible, cette pleureuse là. Oh là là, allez voir le jeu de rôle là. Ces espèces de types un peu chum là, qui sont avec leurs bouquins, ils ont des grosses barbes, ils puent un peu, c'est un peu comme des joueurs de Warhammer, c'est un peu les mêmes styles de personnages, tu vois. Pas très fréquentable. Voilà. C'est bon comme publicité, ça te va, Julien? Chais, comme on dit. Alors, je vais quitter vite fait l'écran pour voir s'il n'y a pas un petit raid qu'on pourrait faire chez un confrère qui fait du jeu de plateau, du wargame ou du jeu de rôle. On va voir qui c'est qui est disponible là. Alors, lancer un raid, est-ce que nous avons quelqu'un qui est dispo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dispo? Hop là. Je ne vois personne, moi. Alors attendez. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est disponible. Ah bah si, il y a Théo Sach, il y a Théo Rivière qui est dispo. Bah voilà. Comment ça se fait que je n'ai pas... Hop là. Et bien vous savez quoi, on va faire un petit raid chez Théo Rivière. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez. Hop là. Théo Sacha, pourquoi je dis Théo Rivière? Putain mais je suis vraiment un teubé moi. Je suis vraiment un teubé. Théo Sacha, oui, Théo Rivière, n'importe quoi. Ah, le raid a été annulé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Et bah écoutez, c'est parti. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit live Gloomhaven. Et on va lancer donc un petit raid sur Théo Sacha. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Amusez-vous bien. Salut tout le monde!